La bonne info, c'est de la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 9 décembre 2025, dont voici les titres. Commercialisation de l'arachide, 9000 tonnes a écoulé. La campagne a démarré ce lundi 8 décembre malgré la subvention de 80 francs CFA par kilogramme accordée par l'État du Sénégal. Les producteurs redoutent d'énormes difficultés d'écoulement face à un prix supérieur à celui du marché mondial. Le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier, Cheikh Tidiane Cissé, s'est exprimé au micro d'Aïssa Touba dans cette édition. La lutte contre la corruption, un long chemin vers la transparence à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption ce 9 décembre. Les organisations de la société civile et citoyens appellent à des mesures plus fermes pour combattre l'impunité. Les détails dans cette édition avec Ndella Ndiaye. Et puis, période de fraîcheur, les chaussures fermées ont la cote à Colobane. Hausse de la demande, vendeurs qui se frottent les mains. Le marché de chaussures bat son plein en cette saison de fraîcheur. Reportage à suivre. Et puis à l'international en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo veut remettre sur la table le dossier de la guerre. Dans une lettre rendue publique ce 8 décembre, l'ex-président demande à la CPI de réexaminer les responsabilités dans les crises des années 2000 à 2011, 2010 à 2011 plutôt. Tout ceci à développer tout de suite. Merci de choisir GTV pour vous informer. La campagne de commercialisation de l'arachide a démarré ce lundi 8 décembre. Pour soutenir les producteurs, le gouvernement applique une subvention de 80 francs CFA sur le prix du kilogramme fixé à 305 francs CFA. Une mesure saluée par Cheikh Tidiane Cissé. Il est le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier. Cependant, face à un prix plus élevé que celui du marché mondial, il redoute des difficultés énormes pour écouler la production annuelle estimée à 900 000 tonnes. Écoutons ces propos au micro d'Aïssa Touba et de Sorignan. Écoutez, nous saluons ce prix parce que comme vous le savez, le prix officiel a démarré depuis hier, lundi. Je pense que ceci est quelque chose de salutaire dans la mesure où le problème qui en est que la faisabilité peut-être nous inquiète un tout petit peu parce que comme vous le savez, à l'état où nous sommes, c'est seulement la Sonacos qui est sur le terrain parce que depuis hier, les camions commencent à stationner. Effectivement, je pense que c'est ça aussi le grand problème parce que comme vous le savez, il y avait un maillon qui était important pour l'instant ces dernières années-ci pour la commercialisation du fait que c'était des concurrences potentielles, donc ils dopaient la concurrence pour amener un prix beaucoup plus élevé. Mais finalement, pour cette année-ci, ça va leur devenir extrêmement difficile pour aller sur la compétition. Parce que comme vous le savez, le prix mondial est arrêté à 225. Donc l'État a eu à faire un effort énorme en ajoutant 80 francs pour protéger son producteur. Et pour les 80 francs, je pense qu'on ne peut pas les donner aux exportateurs parce que c'est des privés. Et je pense que ces gens-là auront d'énormes problème pour mettre les 80 francs et ensuite mettre d'autres taxes supplémentaires comme des locations de conteneurs. Et je pense qu'ils ne pourront pas être sur la ligne de départ. À coup sûr, parce que le problème qui se pose, comme vous l'avez dit, parce que Sonacos n'a besoin que de 150 000 tonnes. Donc ça restera énormément de graines. Mais il y a une seule formule qui vaille à l'instant où nous sommes et que nous suggérons à l'État de faire le tout pour que cette formule marche. Parce que comme vous le savez, il y a des autres huiliers qui sont là et qui devaient aller sur la commercialisation. Je pense qu'il faut repenser encore le monde rural parce que ces problèmes qui reviennent, je pense que c'est le fait que vraiment le monde rural n'est pas trop structuré. Parce que comme vous le savez, je pense qu'il faut l'agriculture aux agriculteurs. Il faut qu'on fasse le tout pour avoir un disque dur ou bien un noyau dur pour former les paysans et avoir une organisation nationale. La journée internationale de lutte contre la corruption est célébrée chaque année le 9 décembre. La lutte contre la corruption demeure un défi majeur pour le Sénégal. Pour les organisations de la société civile et citoyens, il faudrait encore entreprendre des mesures plus hardies pour renforcer les méthodes de lutte contre les pratiques illicites et l'impunité. Les détails avec Ndella Ndiaye.
La journée internationale de la lutte contre la corruption a lieu chaque 9 décembre. Pour lutter contre ce fléau, le Sénégal a mis en place plusieurs dispositifs. Le Sénégal, sur le plan textuel, sur le plan aussi des avancées notables, a mis en place et consolidé un dispositif de lutte contre la corruption qui devient de plus en plus efficace. Vous avez l'OFNAC, on a le pôle financier et judiciaire, nous avons la CENTIF. Et surtout, nous avons mis en place au niveau de la société civile des instruments de veille qui ont accompagné l'État à aller vers l'approfondissement des réformes. Vous savez que dernièrement, d'ailleurs, le Sénégal a été sorti de la liste grise du Gafi. Ça signifie que sur le plan national... Modou, c'est un homme trouvé devant sa voiture, soutient que la corruption est une pratique désastreuse que l'on doit éradiquer. Jusqu'à présent, il y a le phénomène de la corruption ici au Sénégal, malgré le changement de régime, puisque ce qu'on appelle ici communément le bras long, présent, on le trouve dans l'administration. Et c'est pas du tout juste. Ce que nous demandons, c'est que ces pratiques cessent. Le régime qui est là aujourd'hui, c'est pourquoi les Sénégalais ont voté pour lui. Donc c'est à eux de changer les choses. Bambas, vendeur de café Touba, estime que l'on doit consentir nos efforts pour éliminer la corruption. D'ailleurs, elle est même bannie par la religion. En matière de corruption, le Sénégal est très très mal classé. C'est une très très mauvaise chose. La corruption est pas du tout bon et c'est un frein pour l'économie. Donc il faut que les gouvernants travaillent pour que cela cesse. Même notre religion interdit la corruption et nous sommes des musulmans et des croyants. Pour l'instauration de la bonne gouvernance au Sénégal, Malick Bousso, membre du conseil d'administration du Forum civil, estime que les citoyens doivent s'impliquer davantage. Et il ne s'agit pas aussi de considérer que tout a été fait. La bonne gouvernance, pas une destination, c'est un chemin. Chaque jour, on avance. Nous ne pouvons pas dire qu'on va l'atteindre, mais il faut toujours performer le processus, travailler sur la transparence de l'action publique et de la vie publique, mettre en place un système d'intégrité qui permette au Sénégal quand même d'avoir une vie publique apaisée, transparente, sécure et qui rassure les citoyens. La première édition du Salon des marchés touristiques africains s'est ouverte ce lundi à Dakar avec au menu des expositions de produits touristiques, des animations culturelles, panels et tables rondes. Beaucoup d'entreprises sénégalaises s'y sont installées avec des stands exposant les services mis à la disposition des clients. Mansour Djassé y a fait un tour. La première édition du Salon des marchés touristiques africains, lancée ce lundi 8 jusqu'au 11 décembre 2025, a enregistré plusieurs participants du secteur, notamment Sénécar Tour. L'entreprise spécialisée dans le transport des touristes y participe afin d'engager le maximum de marchés possibles et d'ouvrir le marché sénégalais à d'autres destinations, a expliqué le coordinateur commercial et logistique de la boîte. Les motivations, c'est d'engranger le maximum de marchés possibles, d'avoir le maximum de contacts possibles et d'ouvrir le marché sénégalais à d'autres destinations. Et dans le sens comme dans l'autre, nous vendons le Sénégal, mais eux aussi, c'est l'occasion pour eux de connaître le Sénégal et de vendre le Sénégal dans leur pays respectif. Et ce que nous attendons des salons, c'est des retombées financières. Voilà, on ne peut pas organiser un salon juste pour le plaisir. Donc le salon va durer du 8 au 11 décembre. Et nous attendons de ce salon des rencontres intéressantes, des B2B avec des partenaires qui viennent d'un peu partout faire connaître le Sénégal et en retour également connaître leur pays. Aïssatou Fall, manager SGA de Delta Airlines, partenaire de Sénécar Tour, revient ici sur les offres de la compagnie qui dessert plusieurs pays comme les États-Unis avec 5 vols en semaine au mois de janvier. Sénégal et les États-Unis, nous avons 4 vols par semaine et allant du mois de décembre jusqu'au mois de janvier, nous serons à 5 vols par semaine. Donc là, nous faisons partie des rares compagnies aériennes qui vont directement à New York presque 5 fois dans la semaine. Oumar Mbaye Thiam revient sur les différentes offres de Sénécar Tour. Sur toute la chaîne, transfert depuis l'aéroport, prise en charge avec une équipe 24 heures sur 24. Nous proposons donc des excursions, nous proposons des circuits, nous proposons des séminaires,
nous sommes également dans le maïs, nous sommes dans l'incentive. Donc sur toute la chaîne de valeur tourisme, le Sénégal Tour est présent. Donc c'est tout ce que nous proposons à nos clients. La première édition du Salon des marchés touristiques africains du 8 au 11 décembre 2025, une occasion pour le secteur touristique sénégalais de mieux vendre la destination Sénégal au moment où le secteur souffre de la crise économique. Pencum Innovation, c'est une nouvelle initiative phare du Fonds de développement du service universel des télécommunications. Il s'agit d'une journée porte ouverte qui ambitionne de créer un espace de découverte, d'expérimentation et d'échange autour des Living Labs. Une première édition qui est attendue ce 11 décembre à la Chambre de commerce de Kaolack. Écoutons à ce propos Ndeye-Fatou Ndiaye Diop Blondin, coordonnatrice. FD Sud, FD Sud est une institution étatique et membre du ministère des Télécommunications. Son rôle est de mener de la connexion dans les zones les plus reculées du pays, mais aussi de mettre en place des stratégies pour accompagner des secteurs comme l'agriculture, la pêche et tant d'autres que je ne peux pas citer. Nous avons déjà commencé le travail, mais FD Sud ne travaille pas seul. Il collabore avec les universités, les chambres de commerce, la mairie et d'autres entités. En unissant nos forces avec l'aide de nos partenaires, nous allons maintenant nous rapprocher de ces acteurs comme les pêcheurs, les agriculteurs qui ont déjà un projet pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets. C'est dans ce cadre que nous comptons faire la première édition à Kaolack ce jeudi pour faire le bilan de nos réalisations avec nos partenaires, faire des échanges avec un panel, mais aussi présenter des stands. Moo xam jeunes yi ak luñ ci jot a def ci formation ak activités yi ñu commencé. Et puis parlons à présent de tolérance zéro. C'est la déclaration du ministre des Infrastructures Déthié Fall. Le ministre a mis en garde les entreprises chargées des chantiers de l'État. Aucun retard ne sera toléré ni un centime détourné. À travers ces paroles, le ministre Déthié Fall compte appliquer la rigueur et la transparence durant son séjour à la tête de ce ministère. Écoutons-le pour ses explications. Et d'ailleurs, je l'ai dit hier au niveau de Birkelane. Je fais ce que je dis. Et d'ailleurs, je l'ai dit hier à Birkelane, en compagnie de l'honorable député Sambadang, que chaque centime mobilisé par l'État du Sénégal, nous veillerons à ce que ces centimes soient utilisés de manière transparente. Toute entreprise qui osera utiliser l'argent du contribuable pour autre chose sera sanctionnée. Je pense qu'il est temps qu'on se débarrasse de ces mauvaises habitudes. Surtout vouloir laisser une entreprise faire ce qu'elle veut avec l'argent du peuple, sans être contrôlée ni sanctionnée. Si on vous engage et vous paye pour un travail, vous avez le devoir de le faire correctement. Vous ne pouvez pas mesurer la fortune que ces reprises nous coûtent, alors que cet argent, nous pouvons le mettre dans d'autres secteurs pour économiser davantage. Il faut savoir qu'on n'est pas condamné à travailler dans la médiocrité. Je ne sais pas combien de jours je ferai à la tête de ce ministère, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'une rigueur martiale sera appliquée à la tête de ce ministère. Une rigueur martiale sera appliquée à la tête de ce ministère. Direction Tambacounda où les conseillers municipaux ont pris part à une session de renforcement de capacité pour prévenir les risques routiers et sécuritaires. La rencontre présidée par le préfet du département entre dans le cadre du projet Seine Résilience 2 et a permis d'aborder les thématiques liées à la sécurité collaborative et routière dans un contexte de conflit dans certains pays voisins. Alun Badara Diop, consultant, est ici au micro de Amadou Diallo. Partagé sur la thématique de la sécurité collaborative, mais quel est le lien entre la sécurité collaborative et la sécurité routière? Pourquoi le programme de sécurité collaborative et pourquoi Tambacounda? Tambacounda est un carrefour, le maire l'a dit, c'est un corridor à l'est du Sénégal, avec beaucoup d'enjeux au plan sécuritaire. Nous sommes donc dans une région frontalière avec d'autres pays,
où sévit des difficultés liées à la gestion de la sécurité de façon globale. Pour anticiper sur des situations de cette nature, il est paru important d'entamer la réflexion, mais en orientant la réflexion sur la dimension communautaire de la résilience des populations en matière de sécurité. Et c'est tout le sens du programme Saine Résilience 2 qui intervient à Tambacounda et à Kédougou. La situation globale, c'est que chaque collectivité a des impératifs de sécurité. Ces impératifs de sécurité sont propres à cette collectivité et en termes de préoccupation. Nous sommes en paix. Ça, il faut maintenant comment faire pour prévenir les risques, les identifier, pouvoir mutuellement s'entraider à accompagner l'autorité, à pouvoir réagir et à prendre en charge convenablement la question de la sécurité. Aujourd'hui, l'esprit, c'est d'éviter que les risques deviennent des menaces. Le Sénégal a officiellement lancé ce 8 décembre le programme Souragua, un projet qui se résume plutôt en 3 grands axes. D'abord, comment faire renaître la terre, protéger l'environnement et permettre aux producteurs de mener librement leurs activités. Ensuite, définir les stratégies pour appuyer les populations vivant dans les zones d'intervention. Et enfin, il faut voir comment renforcer les agences sur le terrain. Ce projet est estimé à 10 millions de dollars. Écoutons à ce propos Dr Sekouna Diatta, il est le directeur général. Le projet vient à un moment où, comme vous le savez, au Sénégal, nous sommes dans une situation de redressement économique. Et qui dit redressement fait allusion aux ressources financières pas suffisantes. Et donc, nous saluons vraiment le démarrage de ce projet et qui vient appuyer l'Agence sénégalaise de la reforestation dans ses missions, spécifiquement avec 3 composantes. Une composante restauration des terres. Vous savez que la terre est un facteur de production et si on veut vraiment améliorer les conditions de vie des communautés, il faut leur permettre, mettre la terre dans une situation de réponse favorable à leurs préoccupations, qu'il s'agisse de l'agriculture ou de l'élevage, parce que l'élevage a besoin de fourrage. Il y a une autre composante aussi extrêmement importante, celle de valoriser les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur au niveau communautaire. Comment faire de telle sorte que les communautés tirent davantage de profit des produits qui sont de leur terroir. Et naturellement, la 3e composante, c'est la gouvernance, comment renforcer les structures qui vont accompagner ces communautés-là. L'appui financier tourne autour de 10 millions de dollars américains. Qui vont être déroulés durant 8 années pour le Sénégal. La durée varie d'un pays à un autre. Je rappelle qu'il y a 11 pays de la Grande Muraille Verte, mais si c'est 11 pays, le Sénégal fait partie des 8 qui bénéficient de ce projet Souragua. Et puis le reportage du jour nous mène aujourd'hui à Colobane. En cette période de fraîcheur, le marché de chaussures connaît un succès fulgurant. Nous nous sommes rendus donc sur place pour rencontrer les vendeurs qui se frottent bien les mains face à une demande en pleine hausse. Entre modèles chauds et tendances du moment, la vente de chaussures bat son plein dans ce quartier dynamique. Reportage signé Amsatou Gano et Vieux-Ndiaye. En cette période de fraîcheur, les chaussures fermées connaissent une forte demande auprès des clients. Au marché Colobane, les vendeurs observent un regain d'intérêt pour ce type de chaussures jugées indispensables pour se protéger contre le froid. L'un d'entre eux nous énumère les modèles proposés à la clientèle. On rend grâce à Dieu car pendant la période de fraîcheur, les gens privilégient toujours des chaussures fermées, telles que les montantes New Balance, des Nike, des rasés et des chaussures polo. Il y en a toutes sortes. Selon un des vendeurs interrogés sur place, les prix varient en fonction du type de chaussures et de la qualité des matériaux utilisés. Paire yi amul fenn de am na fii nii am na yu jar 15 000 20 000 am na sax 10 000.
Pour les prix, ça dépend de la qualité. Il y a certains qui coûtent 10 000 francs, d'autres 15 000 et aussi il y a 20 000 francs. Car par exemple, il y a le New Balance de seconde main et l'original. Donc on ne peut pas imposer des prix fixes aux clients. Les vendeurs du marché profitent de cette période pour dynamiser leurs ventes car les clients ne manquent pas. Cette saison est donc une opportunité pour les commerçants de répondre à la demande croissante tout en offrant une gamme variée adaptée à tous les budgets. Wow. Franchement, il y a de la clientèle. Les clients viennent en masse acheter les chaussures pour enfants. Donc, on ne se plaigne pas car on s'en sort bien. Ces types de chaussures sont adaptés à la fraîcheur qui sévit en ce moment à Dakar. La période de fraîcheur est favorable pour le commerce de chaussures fermé à Colobane avec une clientèle à la recherche de confort et de protection contre le froid. Présent la page internationale en bref, d'abord en Australie où les moins de 16 ans sont désormais officiellement interdits d'accès à la plupart des réseaux sociaux, une démarche pionnière au niveau mondial qui vise à protéger la jeunesse des algorithmes addictifs d'Instagram, de TikTok ou encore de Snapchat. Sans mesure raisonnable pour faire la loi, les plateformes concernées risquent des amendes pouvant atteindre 28 millions d'euros en vertu de cette obligation entrée en vigueur ce mercredi 10 décembre à minuit à Sydney et à Canberra et dont l'application sera scrutée par les autorités de nombreux pays. Et puis en Côte d'Ivoire, une lettre de l'ex-président Laurent Gbagbo rendue publique ce 8 décembre indique que Laurent Gbagbo aurait demandé à un de ses avocats de ressaisir la CPI et de remettre sur la table le problème de la guerre de Côte d'Ivoire. Dans ce texte, l'ex-président y déroule sa vérité sur la crise traversée par son pays durant les années 2000, durant la crise de 2010 à 2011, puis durant ses suites. Maître Emmanuel Altit justifie cette démarche par la nécessité que ceux qui ont une responsabilité déterminante, c'est-à-dire les instigateurs et les financiers, les criminels aussi bien entendus, soient identifiés pour pouvoir être poursuivis. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de programmes en compagnie de GTV. Bonsoir.